Il y a un avocat spécialisé en divorce à Los Angeles qui a partagé quelque chose avec moi auquel je n'ai cessé de penser. Il exerce le droit de la famille depuis 30 ans, gérant des milliers de divorces et étant témoin de toutes les configurations possibles de destruction matrimoniale que vous puissiez imaginer. Il a remarqué qu'avec le temps, il commençait à voir des schémas qui n'avaient rien à voir avec les choses typiques que les gens supposent être à l'origine d'un divorce. Il ne s'agissait pas seulement de communication, d'argent ou même spécifiquement d'infidélité. C'était quelque chose de totalement différent. Il m'a dit, dites-moi ce qu'elle fait dans la vie et je pourrai prédire avec une exactitude déconcertante comment le mariage va évoluer. Au début, je pensais qu'il était cynique ou simpliste, cherchant des explications faciles, là où régnait en fait la complexité. Mais ensuite, il a commencé à énumérer des corrélations spécifiques. Certaines professions qui apparaissaient de manière disproportionnée dans sa charge de dossier et des schémas spécifiques de rupture matrimoniale qui s'alignaient sur des trajectoires professionnelles concrètes. Ce n'étaient pas des corrélations parfaites, car rien dans le comportement humain ne l'est jamais, mais elles étaient suffisamment fortes pour qu'il ait commencé à catégoriser mentalement les clients dès l'instant où on lui donnait la profession de l'épouse. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation que presque personne ne tient en public, la relation entre la profession féminine et la stabilité matrimoniale. Ce n'est pas parce que les femmes ne devraient pas travailler ou parce que les carrières sont intrinsèquement mauvaises, mais parce que certains environnements professionnels façonnent les individus de manière qui rendent la vie de couple difficile sur le long terme. Certains métiers sélectionnent des traits qui entrent en conflit avec le succès matrimonial. Les hommes qui s'engagent dans une relation méritent de comprendre ce qu'ils choisissent réellement lorsqu'ils choisissent quelqu'un dont la vie quotidienne implique des pressions, des tentations et des expositions psychologiques spécifiques. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de reconnaître des schémas. Et les schémas, aussi inconfortables soient-ils, contiennent des informations qui peuvent vous protéger de la douleur. Permettez-moi de commencer par le principe fondamental. L'environnement façonne la personnalité plus que le caractère ne lui résiste. Nous aimons croire que les gens sont ce qu'ils sont, que le caractère est fixe et que la femme que vous épousez restera la femme que vous avez épousée, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette croyance est réconfortante et, dans une large mesure, erronée. Les êtres humains sont des machines d'adaptation. Nous nous ajustons constamment à notre environnement. Nos croyances se déplacent vers les croyances qui nous entourent. Nos comportements se calibrent selon ce qui est récompensé et puni dans notre contexte. Notre sens de la normalité est déterminé par ce à quoi nous sommes exposés quotidiennement. Vous devenez comme les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, non pas par métaphore, mais comme une réalité psychologique. L'exposition nous façonne. L'environnement gagne. Ceci est important pour le mariage, car son travail est son environnement principal. Passer 8 heures par jour, 5 jours par semaine pendant des années dans un environnement spécifique n'est pas une influence mineure. C'est la force dominante qui façonne ce qu'elle devient. Cela inclut les personnes avec lesquelles elle travaille, les histoires qu'elle entend, les comportements dont elle est témoin et les valeurs que son contexte récompense. Tout cela s'accumule en croyances, attentes et schémas qu'elle ramène à la maison avec vous. Les hommes évaluent chez les femmes sur la base de ce qu'elles semblent être au moment de l'évaluation, mais on n'épouse pas le moment. On épouse la trajectoire. Et la trajectoire est déterminée en grande partie par l'environnement qu'elle habite au quotidien. Si cet environnement l'éloigne de ce qui fait qu'un mariage fonctionne, votre mariage finira par refléter cette traction. Permettez-moi de parler des environnements de l'industrie de la beauté, car c'est là que le schéma est le plus visible. Les salons de coiffure, les ongleries, les spas et les centres d'esthétique sont des environnements où les femmes se réunissent et discutent. Et de quoi parlent-elles? De relations, spécifiquement de problèmes de couple. Le fauteuil du coiffeur est un confessionnal. Les femmes se confient sur des maris qui les déçoivent, sur des petits amis qui les ont trompés, sur des mariages qui semblent morts et sur toutes les façons dont les hommes les ont déçus. Imaginez maintenant que votre femme soit celle qui écoute ces confessions quotidiennement pendant des années. Qu'arrive-t-il à sa psychologie? Elle absorbe la négativité, pas de manière consciente. Elle ne choisit pas de croire que tous les hommes sont mauvais, mais l'exposition répétée crée une impression statistique. Homme après homme, dans ces histoires, s'avère décevant,
infidèle ou un raté. Son échantillon est biaisé. Elle entend les plaintes, pas les réussites. Mais son cerveau ne corrige pas le biais de l'échantillon. Il accumule simplement des données. Et les données accumulées disent « les hommes sont le problème, les hommes déçoivent, les hommes trompent, les hommes échouent ». C'est de la contamination émotionnelle. Les problèmes des autres deviennent sa vision du monde. Elle commence à vous observer à travers une lentille façonnée par les plaintes de 1000 femmes. Elle commence à voir des schémas qui confirment ce qu'elle a absorbé. Vous faites quelque chose de légèrement agaçant et cela active la reconnaissance du modèle. Vous êtes exactement comme tous les autres. La confiance de base que requiert le mariage est érodée par l'exposition à une méfiance qu'elle n'a pas générée elle-même. Et il y a une autre couche, celle de la comparaison. Elle entend parler du mari qui a acheté une Mercedes à sa femme, du petit ami qui a emmené sa copine à Paris ou de l'homme qui envoie des fleurs chaque semaine. Elle entend parler des meilleurs moments des autres relations, les moments forts affichés publiquement, tout en vivant la réalité banale de la sienne. Avec le temps, elle commence à se demander « Pourquoi mon mari n'est-il pas comme ça? Pourquoi ne reçois-je pas ce qu'elle reçoit ?» La comparaison n'est pas juste. Elle compare votre moyenne à leur pic maximal. Elle compare votre mardi à leur anniversaire. Mais la justice n'importe pas quand la comparaison est constante. Le goutte à goutte du « d'autres femmes sont mieux loties » s'accumule en une insatisfaction qui n'a rien à voir avec votre qualité réelle en tant que partenaire. Permettez-moi de parler des métiers avec une attention masculine constante, car cela crée un problème différent. Réceptionniste dans des établissements de luxe, serveuse, personnel d'accueil de salles de sport, vente pharmaceutique, agentes immobilières et modèles promotionnels. N'importe quel travail où son apparence fait partie de sa valeur professionnelle et où l'attention masculine est constante. Quand l'attention est abondante, elle perd de sa valeur. Ce qui devrait sembler spécial, qu'un homme montre de l'intérêt ou la trouve attirante, devient un bruit de fond. Elle est tellement saturée d'attention masculine que l'attention individuelle ne s'enregistre plus. Votre attention spécifiquement devient une simple voix de plus dans un cœur qu'elle entend toute la journée. Cela crée une inflation de l'ego. Elle se sent constamment désirée, ce qui semble devoir lui donner confiance en elle. Mais en réalité, cela lui donne un sentiment de supériorité et de droits acquis. Elle développe un sens gonflé de sa valeur marchande parce qu'elle reçoit des retours constants sur son désirabilité. Mais ces retours sont biaisés. Les hommes tentent de séduire les femmes au travail sans intention sérieuse, tentant leur chance de manière occasionnelle, et elle interprète l'intérêt occasionnel comme une demande authentique. Le résultat est qu'elle devient plus difficile à satisfaire. Votre appréciation ne semble pas significative, car l'appréciation est sa base de référence. Votre désir ne semble pas spécial, car le désir est ce qu'elle expérimente de la part de tout le monde. Vous n'êtes pas un homme qui l'a choisi, vous êtes simplement un autre homme dans une séquence d'hommes qui l'ont tous choisi. Et un homme qui n'est qu'un parmi d'autres n'inspire pas l'engagement qu'inspire un homme qui se sent exceptionnellement spécial. Il y a aussi une dévaluation qui se produit quand l'attention est abondante. Chaque source individuelle d'attention perd de son poids, vous y compris. Vous devenez seulement son mari, juste une option parmi tant d'autres. Elle ne craint pas de vous perdre, car vous perdre ne ressemble pas à une grande perte. Il y en a d'autres qui prendraient dans votre place. La peur normale de la perte qui motive l'investissement relationnel disparaît, et sans cette peur, l'investissement diminue. Permettez-moi d'aborder les métiers où la beauté est le produit, car cela pousse la dynamique plus loin. Modèle, personnel de promotion, influenceuse sur les réseaux sociaux et actrices qui optimisent leur apparence. Dans ces rôles, elle apprend que sa beauté a une valeur transactionnelle. Les hommes paieront pour y avoir accès et les entreprises paieront pour s'y associer. Son apparence génère des revenus et cette leçon intériorisée au fil des ans façonne la façon dont elle se voit et dont elle se lie à vous. Quand la beauté est une monnaie d'échange, chaque interaction devient économique. Elle évalue l'attention en fonction de ce qu'elle rapporte. Vous, le mari, devenez une partie de l'économie plutôt que quelque chose de distinct d'elle. Avez-vous apporté suffisamment pour l'accès qu'elle vous a accordé? Payez-vous le prix du marché pour sa beauté? Le cadre transactionnel qui régit son travail s'infiltre dans sa façon de penser à tout. Et il y a l'addiction à la validation. Quand vos revenus dépendent du fait d'être désiré, vous avez besoin de vérifier constamment si vous l'êtes toujours. Les j'aime, les commentaires
et les regards d'inconnus deviennent une nécessité psychologique. La femme addicte à la validation ne peut être satisfaite par l'attention d'un seul homme. L'attention singulière ne fournit pas le volume dont elle a besoin. Elle a besoin de l'ivresse, de la confirmation constante et du pic de dopamine qui provient d'une attention nouvelle plutôt que d'une attention soutenue. Votre amour, aussi authentique soit-il, c'est comme demander à un toxicomane de se contenter d'un seul verre. L'addiction nécessite plus que ce que vous ne pourrez jamais fournir. Permettez-moi de parler des professions créatives, car elles comportent des risques différents. Chanteuses, danseuses, actrices, artistes et écrivaines, des femmes dont le travail implique l'expression émotionnelle et la performance. Le travail créatif exige un accès émotionnel et la capacité de ressentir intensément. Ce sont des traits précieux pour l'art, mais ils sont souvent déstabilisateurs pour les relations. La femme créative vit dans des montagnes russes émotionnelles. Elle a besoin de hauts et de bas pour nourrir son travail. Quand la vie est stable et que le mariage fonctionne, elle se sent éteinte ou peu stimulée. La paix que procure un mariage sain ne sert pas ses besoins créatifs. Par conséquent, elle crée du drame, pas toujours de manière consciente, mais le schéma est constant. La relation devient un matériau. Vos conflits nourrissent son art et votre douleur fournit de l'inspiration. La stabilité que vous essayez de construire lui semble être une mort créative. Elle a besoin du chaos émotionnel que vous essayez d'éliminer. Et il y a la dynamique de la performance. Sa vie devient un spectacle où elle est toujours en train de présenter et de créer un récit. Vous devenez un personnage de son histoire plutôt qu'un partenaire de votre vie partagée. Votre relation est traitée à travers son prisme créatif jusqu'à ce qu'il ne soit plus clair ce qui est réel et ce qui est de la mise en scène. Beaucoup d'hommes mariés à des femmes créatives décrivent la même expérience. Ils ne savent jamais ce qui est vrai. Ils se demandent constamment s'ils sont dans une relation ou dans une production. L'instabilité qui la rend vitalement artistique la rend épuisante relationnellement. Permettez-moi de parler des métiers avec intimité physique, car les limites s'estompent. Masseuse, entraîneuse personnelle, kinésithérapeute et instructrice de fitness. Ces professions exigent un contact physique qui, dans d'autres contextes, serait intime. L'éthique professionnelle crée des limites, mais les limites sont des lignes, et les lignes peuvent être franchies. Le risque est que la proximité de l'intimité normalise ce qui semblerait autrement transgressif. Les centaines de clients qu'elle touche professionnellement la désensibilisent au toucher. La proximité physique perd de sa signification et la barrière entre le contact professionnel et le contact inapproprié s'érode. Les hommes dans ces positions lui font aussi la cour. Elle subit une approche sexuelle de basse intensité de façon constante, enveloppée dans un contexte professionnel qui fait qu'il est plus difficile de la rejeter proprement. Chaque semaine, des hommes testent si la limite professionnelle est réellement ferme. Elle se trouve dans un environnement constant d'approche physique et d'attraction. Même si elle ne franchit jamais de ligne, elle nage dans des eaux qui rendent le passage à l'acte plus facile qu'il ne le serait pour quelqu'un dans un travail de bureau normal. Opportunité plus désensibilisation, plus temps, égale risque. Permettez-moi d'aborder les carrières de haut niveau en entreprise, car cela crée des problèmes différents. Femmes cadres, entrepreneuses et professionnelles à haut revenu. Ces femmes ont développé des traits qui fonctionnent dans les affaires, mais qui corrodent le mariage. Indépendance, autosuffisance et une orientation compétitive. Ces traits ont construit leur carrière, mais peuvent détruire leurs relations. Le mariage exige de l'interdépendance et la volonté de dépendre de quelqu'un d'autre. Mais elle a passé des décennies à s'entraîner à l'inverse. Quand elle ramène cela à la maison, le mariage devient une compétition. Elle n'est pas votre partenaire, elle est votre rivale. Elle ne peut pas subordonner ses priorités à la famille, car la subordination est ressentie comme une faiblesse. Chaque conflit devient une affaire à gagner. L'esprit de coopération qui fait qu'un mariage fonctionne est étranger à sa programmation professionnelle. Sa carrière elle a été la priorité pendant 15 ans, et quand les enfants arrivent, ils entrent en compétition avec une identité professionnelle profondément ancrée. Elle ne sait pas comment ralentir car la lenteur est ressentie comme un échec. Permettez-moi d'aborder les professions de la psychologie et du coaching, car elles comportent une toxicité unique. Thérapeute, coach de vie et conseillère. Sur le papier, cela semble idéal car elle comprend le comportement humain. En pratique, cela fonctionne souvent à l'envers.
Elle devient l'experte de la relation. Non pas votre partenaire, mais votre analyste. Chaque conflit est pathologisé. Vos émotions normales deviennent des symptômes et vos positions raisonnables des mécanismes de défense. Elle a le vocabulaire nécessaire pour rejeter votre perspective et se rendre supérieure. Le langage thérapeutique devient un armement. Elle ne discute pas avec vous. Elle vous diagnostique et le diagnostic favorise toujours sa position car elle détient l'autorité professionnelle. Cela crée un déséquilibre de pouvoir massif. Vous n'avez pas une discussion entre égaux, vous êtes évalué par une experte qui a déjà conclu que vous êtes le problème. Beaucoup d'hommes mariés à des psychologues décrivent le sentiment d'être perpétuellement analysés, sans jamais pouvoir simplement être, avec tout filtré à travers un cadre clinique qui la positionne comme saine et vous comme quelqu'un qui a besoin de correction. Permettez-moi de parler de l'athlétisme et de la compétition, car cela crée ses propres problèmes. Les athlètes professionnels et les entraîneurs sportifs sont souvent accros à l'adrénaline. La compétition procure des pics massifs de dopamine. Tout leur système neurologique est calibré pour l'intensité et pour la victoire. Que se passe-t-il quand la compétition devient moins centrale? La routine familiale ne fournit pas l'adrénaline dont elle a besoin. La vie au foyer semble plate et vous semblez plat. Elle commence à chercher la stimulation qui lui manque, parfois en créant des drames à la maison ou en cherchant de l'intensité en dehors du mariage. Il y a aussi l'orientation compétitive qui ne s'éteint pas. Vos accomplissements activent sa compétitivité plutôt que sa fierté. Votre succès est ressenti comme sa perte. Permettez-moi d'aborder les médias et les professions visuelles, car ils façonnent les valeurs. Photographes, journalistes et créatrices de contenu. Ces industries ont des systèmes de valeurs spécifiques qui sont souvent sceptiques vis-à-vis des structures traditionnelles et hostiles aux valeurs familiales conventionnelles. La femme qui travaille dans ces environnements absorbe ces valeurs par osmose. Avec le temps, ses points de vue sur le mariage et la famille se déplacent vers ce que son industrie normalise. Les dynamiques de genre traditionnelles deviennent de l'oppression plutôt qu'un arrangement fonctionnel. L'écart entre vous s'élargit sans que l'un ou l'autre ne l'ait choisi. À la 5e année, vous parlez à peine le même langage moral car son environnement l'a remodelé sans que vous ne vous en rendiez compte. Permettez-moi d'aborder le point central. Le choix de carrière révèle le caractère. Une femme ne tombe pas par hasard dans une profession. Elle l'a choisie en fonction de qui elle est. La carrière est une expression de ses priorités et de ses valeurs internes. Le choix de carrière est un diagnostic. Il vous dit quelque chose sur qui elle est au fond d'elle-même. Cela ne signifie pas que toutes les personnes dans une profession sont identiques, mais cela signifie que les professions sélectionnent des types. Quand vous sortez avec quelqu'un d'une profession, vous sortez avec quelqu'un qui est passé par le filtre de cette profession. Permettez-moi d'aborder l'illusion qu'elle changera. Les hommes croient qu'une fois mariée ou avec des enfants, elle se posera. C'est presque toujours une erreur. Au moment où elle est adulte, les schémas sont établis et les valeurs fixées. Le mariage ne transforme pas les gens. La femme que vous épousez est la femme que vous aurez. Les schémas qui existent avant le mariage s'intensifieront après celui-ci. Vous n'êtes pas l'exception. Ce que vous voyez est ce qu'il y a. Permettez-moi de parler de l'engagement et de la peur de la perte, car certaines professions éliminent cela. La stabilité matrimoniale exige la reconnaissance du fait que perdre la relation coûterait quelque chose d'important. Cette peur motive l'investissement et le travail à travers les difficultés. Les femmes dans des professions à forte attention ne ressentent pas cette peur. Elles savent que l'attention masculine est abondante. Elles savent que si cette relation se termine, une autre commencera. Quand l'option de partir semble n'avoir aucun coût, la motivation de rester diminue. Pourquoi travailler sur le conflit quand on peut repartir à zéro avec quelqu'un d'autre? La peur de la perte qui la ferait se battre pour le mariage n'existe pas, car la perte ne lui semble pas réelle. C'est pourquoi les femmes ayant des options abondantes ont des taux de divorce plus élevés. L'abondance mine l'engagement. Elle n'est pas totalement investie parce qu'elle n'a jamais besoin de l'être. Permettez-moi de vous donner le cadre de référence. Quand vous évaluez une femme pour une relation à long terme, vous évaluez son monde et les forces qui la façonnent quotidiennement. Vous épousez son contexte autant que vous l'épousez elle. Demandez-vous, à quoi son travail l'expose-t-il? Quels effets psychologiques cela créerait-il avec le temps? Quelles valeurs son industrie promeut-elle? Ce ne sont pas des questions amusantes,
Mais le mariage est un partenariat de plusieurs décennies. La femme que vous avez devant vous aujourd'hui est façonnée par l'environnement d'hier, et la femme avec laquelle vous serez marié dans 10 ans sera façonnée par l'environnement de la prochaine décennie. Évaluez son exposition quotidienne, son environnement d'attention, son alignement de valeurs et ses priorités révélées par son choix. Faites confiance au schéma. Il ne s'améliore pas avec le mariage, il s'intensifie. Il ne s'agit pas de dire que certaines femmes sont mauvaises. Il s'agit de dire que certains environnements créent certains risques. La femme n'est pas sa profession, mais sa profession la façonne. L'environnement gagne sur le long terme. Quand vous choisissez une partenaire, vous choisissez de fusionner votre vie avec tout ce qui façonne la sienne. Son travail est l'influence environnementale dominante sur ce qu'elle devient. Les hommes sont surpris par des mariages qui se détériorent parce qu'ils ne remontent pas la trace jusqu'aux 8 heures par jour qu'elle passe dans un environnement conçu pour produire ses résultats. Je ne dis pas d'éviter toutes les femmes dans ces professions, mais comprenez les risques. Ne soyez pas naïfs. L'avocat spécialisé en divorce que j'ai mentionné est un expert en reconnaissance de schémas. Il a vu assez de données pour savoir que certaines entrées produisent certaines sorties. Considérez ceci comme un effort similaire. Je partage des schémas qui prédisent des résultats. Vous pouvez ignorer les schémas, mais ils existent parce qu'ils décrivent comment les choses se passent généralement. Généralement, et ce sur quoi vous devriez parier lorsque vous prenez des décisions pour les 40 prochaines années de votre vie. Choisissez judicieusement et comprenez que vous choisissez tout ce qui la façonne. Si cette analyse de la façon dont les environnements professionnels impactent la sainteté du mariage a changé votre façon de voir l'avenir, abonnez-vous et aimez la vidéo. Nous découvrons les vérités psychologiques cachées qui définissent nos vies. Protégeons ensemble l'avenir de nos familles. Le prochain chapitre de cette enquête sera bientôt révélé.